Le 29 janvier 2025, une annonce frappe le Sahel. 3 États verrouillent une alliance militaire commune. Pourtant, près de 40% du territoire du Burkina Faso reste sous pression djihadiste et cette coalition surgit pendant des attaques simultanées aux frontières, là où chaque réponse isolée a montré ses limites. Dans ce décor instable, que change vraiment pour les civils déplacés, les corridors logistiques et la diplomatie régionale, le pari de rupture défendu par Ibrahim Traoré, une unité durable ou une coordination de façade? Le contraste, lui, ne laisse personne indifférent. Cette analyse suit un fil simple. Ce que l'Alliance des États du Sahel promet, ce qu'elle coûte, et ce qu'elle peut réellement produire, quand la violence continue de grignoter le terrain. Pour aider à comprendre l'essentiel, allons droit au but. En quelques mots, l'enjeu se résume sans détour. D'un côté, l'Alliance peut raccourcir les délais de réponse, mutualiser le renseignement et rouvrir des axes logistiques. De l'autre, un échec amplifierait la vulnérabilité, creuserait les tensions internes et offrirait un terrain plus large aux influences extérieures. Le cœur du risque n'est pas seulement militaire, il est politique, parce que la cohésion dépend d'un équilibre de pouvoir accepté par Bamako et Niamey, alors même que Ouagadougou paraît central. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient un test grandeur nature. Sa capacité à consolider l'unité sans transformer la coalition en hiérarchie décidera si la souveraineté proclamée se traduit en sécurité vécue. Un détail, souvent ignoré, va servir de repère. La vitesse. En 6 mois, certaines zones frontalières ont enregistré une baisse d'environ 30% des attaques, tandis que les déplacements internes reculaient d'environ 21% dans les secteurs directement couverts par les opérations conjointes. Ces chiffres ne signifient pas une victoire, mais ils indiquent une rupture de rythme par rapport aux années où chaque armée agissait seule, avec des réponses fragmentées et tardives. Pour comprendre ce basculement partiel, il faut revenir au point de départ. Le Sahel, entre 2024 et début 2025, est marqué par une pression simultanée de l'EIGS et du GSIM sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les attaques frappent les frontières presque au même moment, exploitant précisément l'absence de coordination régionale. Chaque État défend son périmètre sans vision commune, laissant des couloirs entiers vulnérables. Dans ce contexte, l'annonce du 29 janvier 2025 ne naît pas d'un projet théorique, mais d'une urgence opérationnelle. L'Alliance des États du Sahel repose d'abord sur une intégration minimale mais décisive. Partage du renseignement, protocole d'alerte commun et premières opérations synchronisées. Ce choix réduit les délais de réaction, parfois à moins de 24 heures, là où il fallait auparavant plusieurs jours. Ce n'est pas une transformation totale du champ de bataille, mais un ajustement qui ferme certaines fenêtres d'opportunité aux groupes armés. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un catalyseur plus que comme un chef unique, en rompant avec la CEDEAO et en assumant une ligne de souveraineté renforcée, il accélère une convergence que les autres capitales hésitaient encore à formaliser. Ce geste politique crée un cadre inédit, mais il expose aussi l'Alliance à un paradoxe. Plus l'intégration militaire progresse, plus la question de l'équilibre interne devient sensible. Cette mini-révélation mène à une interrogation centrale. Ces gains initiaux sont-ils le signe d'une dynamique durable ou seulement l'effet d'un choc organisationnel temporaire ? Sur le terrain, la coalition cesse d'être une abstraction à travers des scènes très concrètes. Dans une zone frontalière longtemps disputée entre le Burkina Faso et le Mali, une patrouille conjointe sécurise un axe que les convois évitaient depuis des mois. Les marchés rouvrent par intermittence, les trajets se raccourcissent et la présence militaire devient plus prévisible qu'erratique. Ce sont de petits signaux, mais ils modifient la perception quotidienne du risque. Le personnage guide n'est pas un héros unique. Guillaume est une fonction nouvelle, l'officier de liaison, chargé de transmettre en temps réel des alertes partagées, il incarne le changement le plus immédiat de l'Alliance. Avant, l'information circulait lentement et s'arrêtait souvent à la frontière. Désormais, elle traverse les lignes administratives, ce qui transforme la manière dont les opérations sont déclenchées. La rapidité, ici, devient un facteur de dissuasion. Ces effets précoces
touchent aussi les civils déplacés. Dans certaines localités, des familles commencent à revenir. Sans certitude, mais avec l'espoir d'une accalmie prolongée. La baisse des attaques ne signifie pas la fin de la menace, mais elle crée des fenêtres de normalité. L'école rouvre quelques jours par semaine, l'agriculture reprend sur des parcelles abandonnées et les échanges locaux reprennent timidement. À ce stade, Ibrahim Traoré reste en arrière-plan, comme un point d'ancrage politique plutôt qu'un acteur omniprésent. Son rôle se lie dans l'architecture plus que dans la mise en scène. Autoriser l'intégration, accepter la mutualisation et assumer les tensions que cela génère. La question n'est plus de savoir si l'alliance agit, mais si ses impacts précoces peuvent s'inscrire dans la durée. En clair, la sécurité change quand la coordination devient visible. Tout commence par une activation brutale. Fin 2024, les attaques djihadistes se multiplient presque simultanément au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les groupes armés exploitent les frontières comme des zones grises, frappent puis se replient, sachant que les armées nationales réagiront séparément. Cette séquence expose une faiblesse structurelle, l'isolement opérationnel. C'est dans ce contexte que mûrit l'idée d'une réponse collective, non comme un choix idéologique, mais comme une nécessité tactique. Le 29 janvier 2025 marque le point de bascule. L'annonce officielle de l'Alliance des États du Sahel formalise une coopération que certains états-majors expérimentaient déjà de manière informelle. Les premières heures sont décisives. Des cellules de coordination sont mises en place, les canaux de renseignement sont ouverts et les protocoles d'alerte harmonisés. Cette phase d'activation est discrète, mais elle conditionne tout ce qui suit. Le choc intervient rapidement. À la frontière entre le Burkina Faso et le Mali, une offensive coordonnée repousse une attaque majeure de l'EIGS dans une zone stratégique. Presque au même moment, au Niger, l'intégration d'appuis aériens combinés sécurise un corridor logistique régulièrement ciblé. Ces opérations ne sont pas spectaculaires par leur ampleur, mais par leur synchronisation. Pour la première fois, les groupes armés font face à une réponse qui dépasse le cadre national. Viennent ensuite les retombées. Les délais de réaction se raccourcissent, parfois à moins de 24 heures, là où ils s'étendaient auparavant sur plusieurs jours. Les patrouilles mixtes deviennent plus fréquentes, les zones frontalières moins perméables et certaines routes commerciales rouvrent partiellement. Cette phase ne supprime pas la violence, mais elle la reconfigure. Les attaques deviennent plus dispersées, moins prévisibles, signe que l'adversaire doit s'adapter. Sur le plan politique, la séquence est tout aussi dense. Le retrait de la CEDEAO, assumé par Ouagadougou, cristallise les tensions avec les partenaires régionaux et occidentaux. Cette rupture accentue la perception d'un changement de paradigme. L'alliance ne vise pas seulement la sécurité, mais une affirmation de souveraineté. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'un des moteurs de cette trajectoire, non par des discours répétés, mais par des décisions qui engagent durablement son pays. Enfin, les secousses se prolongent. À Bamako et à Niamey, certains responsables s'inquièrent d'un déséquilibre de pouvoir au profit du Burkina Faso. La coopération militaire progresse, mais la méfiance politique persiste. Cette dernière phase rappelle une évidence. Une alliance née dans l'urgence reste fragile tant que ses règles internes ne sont pas pleinement stabilisées. À ce moment-là, où trois étapes se dessinent nettement, l'activation, le choc, puis les retombées. Et la séquence est lancée, même si rien n'est encore figé. Avant l'alliance, les réponses militaires étaient fragmentées et lentes. Après sa mise en place, les délais d'intervention chutent nettement, parfois à moins de 24 heures, contre plusieurs jours auparavant. Ce basculement de cadence constitue le premier indicateur mesurable. La coordination réduit le temps, et le temps modifie l'issue de certaines attaques. Un premier chiffre attire l'attention, car il concerne la violence armée. Dans les zones frontalières directement couvertes par les opérations conjointes, les incidents violents reculent d'environ 30% sur une période de 6 mois. Cette baisse ne signifie pas une disparition des groupes djihadistes, mais elle traduit une contraction de leur liberté de mouvement. Autrement dit, les attaques ne s'estinent pas, mais elles deviennent plus coûteuses et plus risquées pour leurs auteurs. L'explication tient moins à une supériorité militaire absolue qu'à la fermeture de failles auparavant exploitées entre États.
Un deuxième indicateur mérite qu'on s'y arrête, puisqu'il porte sur les populations civiles. Les déplacements internes diminuent d'environ 20% dans les zones sécurisées par les patrouilles mixtes. Ce chiffre doit être lu avec prudence. Il ne signifie pas un retour massif à la normale, mais il indique que certaines familles jugent le risque suffisamment réduit pour rentrer, au moins partiellement. La sécurité perçue progresse plus lentement que la sécurité mesurée, mais le mouvement existe. Précédé, cette évolution a des effets en chaîne sur l'agriculture, l'accès au marché et la circulation locale. Enfin, un troisième élément quantifiable se dessine et il concerne l'économie régionale. La sécurisation partielle des corridors logistiques entraîne une hausse estimée à 15% des échanges commerciaux dans les zones rouvertes. Là encore, il ne s'agit pas d'une reprise structurelle, mais d'un redémarrage ciblé. Les routes restent vulnérables, mais leur utilisation redevient possible sur certaines plages horaires, ce qui réduit les ruptures d'approvisionnement et stabilise les prix locaux. Le commerce, ici, devient un baromètre indirect de la sécurité. Au-delà de ces chiffres, un indicateur qualitatif renforce leur lecture, la fusion des bases de renseignement. Les informations circulent désormais en temps réel entre les trois armées, ce qui permet d'anticiper des mouvements ennemis plutôt que de réagir après coup. Cette capacité d'anticipation explique pourquoi certaines attaques sont repoussées avant même de se déployer pleinement. Ibrahim Traoré apparaît en filigrane dans cette séquence chiffrée. Son rôle n'est pas de produire les résultats, mais de créer le cadre politique qui rend ces mesures possibles. Les données ne prouvent pas une victoire durable. Elles montrent un écart mesurable entre l'avant et l'après. La question qui demeure est simple. Ces indicateurs peuvent-ils se maintenir sans une stabilisation politique interne de l'Alliance ? Les critiques de l'Alliance des États du Sahel avancent deux arguments solides qu'il faut prendre au sérieux. D'abord, un premier argument revient souvent, les gains observés seraient essentiellement conjoncturels. Alors, selon cette lecture, la baisse des attaques et des déplacements internes reflète surtout un effet de surprise organisationnelle. Les groupes armés, pris de court par la synchronisation initiale, se seraient temporairement repliés avant d'adapter leur tactique. Dans cette optique, l'Alliance ne ferait que déplacer la violence dans le temps ou dans l'espace, sans la réduire durablement. L'histoire récente du Sahel, marquée par des cycles de succès éphémères, alimente cette prudence. Ensuite, un deuxième argument est fréquemment avancé. La fragilité politique interne minerait mécaniquement l'efficacité militaire. Les déséquilibres de pouvoir perçus entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que les tensions liées au retrait de la CEDEAO et aux pressions extérieures, pourraient transformer l'Alliance en arène de rivalité. Si une coopération fondée sur la méfiance finirait par ralentir la prise de décision, précisément là où la rapidité est présentée comme l'avantage clé. Dans ce scénario, l'intégration deviendrait un frein plutôt qu'un levier. Ces deux arguments reposent sur des constats crédibles. Pourtant, ils négligent un élément central mis en évidence par les données disponibles. La réduction des délais d'intervention et la circulation en temps réel du renseignement ne dépendent pas d'une harmonie politique parfaite, mais de mécanismes techniques déjà en place. Autrement dit, même dans un climat de tension, certaines routines opérationnelles continuent de produire des effets mesurables. La coopération n'est pas totale, mais elle est suffisante pour modifier le calcul coût-bénéfice des groupes armés. De plus, l'idée d'un simple effet de surprise se heurte à un fait. Les indicateurs tiennent sur plusieurs mois, pas sur quelques semaines. Cela suggère une adaptation plus profonde que prévu. La réponse n'est donc pas de nier les risques soulevés, mais de reconnaître que l'Alliance fonctionne sur une ligne de crête, politiquement instable, militairement opérationnelle. La question n'est pas de savoir qui a raison, mais combien de temps cet équilibre peut être maintenu. Ce point médian ne révèle pas une victoire militaire décisive, mais un déplacement du centre de gravité du conflit. Jusqu'ici, l'analyse opposait surtout capacité militaire et volonté politique. Or, l'Alliance des États du Sahel met en lumière un facteur plus discret, la compression du temps. Quand l'alerte circule plus vite que l'attaque, l'avantage change de camp. C'est même sans supériorité matérielle écrasante. Ce basculement explique pourquoi des résultats apparaissent malgré des tensions politiques non résolues.
La coordination fonctionne comme une couche technique qui amortit les frictions diplomatiques. Les décisions tactiques s'enchaînent avant que les désaccords stratégiques ne bloquent le processus. Ce n'est pas une solution définitive, mais un répit structurel. Ibrahim Traoré se situe précisément à cet endroit charnière. Son rôle n'est pas seulement d'incarner une rupture symbolique avec l'ordre ancien, mais de maintenir cette priorité donnée à la rapidité opérationnelle. Tant que ce principe reste intact, l'alliance peut produire des effets, même sous pression. Ce point d'équilibre révèle donc un changement moins visible que les chiffres. Mais plus déterminant, la guerre ne se gagne pas encore, mais elle se déroule selon un tempo différent. Et ce tempo conditionne tout ce qui suit. Les effets de l'alliance des États du Sahel ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils se lisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est là que la portée réelle de la coalition apparaît. Pour les institutions nationales, d'abord, la coordination militaire modifie la gestion de la crise sécuritaire. Les états-majors disposent désormais d'une vision plus large que leurs frontières, ce qui réduit la tentation de décisions isolées. Cette capacité partagée renforce la crédibilité des autorités, mais elle les expose aussi. Un revers devient immédiatement visible à l'échelle régionale. Pour les acteurs économiques, les conséquences sont plus pragmatiques. En quoi la sécurisation partielle des corridors logistiques permet la reprise de certains flux commerciaux, avec une hausse estimée à environ 15% des échanges dans les zones rouvertes. Les transporteurs adaptent leurs itinéraires, les marchés locaux retrouvent une régularité minimale et les prix cessent de fluctuer de manière extrême. Cependant, l'investissement à long terme reste suspendu à une stabilité politique encore incertaine. L'Alliance rassure, sans lever totalement le doute. Du côté des populations civiles, l'impact est plus sensible, mais aussi plus fragile. La baisse d'environ 20% des déplacements internes traduit un changement de perception du risque. Des familles reviennent, parfois provisoirement, dans des villages longtemps abandonnés. L'école reprend, l'agriculture redémarre sur des parcelles délaissées, et les réseaux sociaux locaux diffusent des signaux d'espoir prudents. Pourtant, cette normalité reste conditionnelle. Une attaque majeure pourrait inverser rapidement la tendance. Enfin, pour l'équilibre régional, l'Alliance agit comme un révélateur géopolitique. Le retrait de la CEDEAO et l'ouverture à de nouveaux partenaires extérieurs déplacent les lignes d'influence en Afrique de l'Ouest. Cette recomposition inquiète certains voisins et attire l'attention de puissances globales. Dans ce jeu complexe, Ibrahim Traoré incarne à la fois une continuité opérationnelle et une rupture symbolique. Sa capacité à maintenir l'unité tout en évitant une domination perçue du Burkina Faso devient un facteur déterminant. Ces 4 lectures convergent vers un même constat. L'alliance produit des effets réels mais conditionnels. Elle améliore le quotidien sans le sécuriser définitivement, elle stabilise sans pacifier totalement. La question n'est plus seulement militaire, elle devient systémique. Comment transformer ces conséquences ponctuelles en trajectoires durables ? À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution de l'Alliance des États du Sahel peut suivre 3 trajectoires distinctes, chacune dépendant moins d'un choc extérieur que de la gestion interne de la coalition. D'abord, une trajectoire de stabilité fragile. Dans cette hypothèse, l'Alliance maintient son niveau actuel de coordination sans résoudre pleinement ses tensions politiques. Les attaques continuent de reculer par à-coups, les corridors logistiques restent partiellement ouverts et les indicateurs sécuritaires se stabilisent sans progrès spectaculaire. La coopération fonctionne, ça met sous contrainte. Les désaccords entre capitales ralentissent certaines décisions stratégiques sans bloquer les routines opérationnelles. Cette trajectoire prolonge la situation actuelle, ni échec, ni consolidation définitive. Ensuite, une trajectoire de consolidation progressive. Ici, les mécanismes de décision partagée s'affinent, le Burkina Faso accepte un rééquilibrage symbolique des responsabilités, rassurant le Mali et le Niger. La confiance augmente, ce qui renforce la fluidité militaire et diplomatique. Les attaques diminuent plus nettement, les retours de population s'intensifient et la reprise économique s'élargit au-delà des zones pilotes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré joue un rôle d'arbitre plus que de moteur, facilitant les compromis nécessaires pour transformer une alliance tactique en structure durable. Enfin,
une trajectoire de fragmentation lente. Dans ce cas, les tensions politiques s'aggravent, les soupçons de domination burkinabé s'installent, les décisions communes se raréfient et la coordination perd en efficacité. Les groupes armés exploitent ces failles, les attaques repartent à la hausse et les gains obtenus s'érodent progressivement. L'alliance subsiste formellement, mais devient largement symbolique. Il faut toutefois garder une idée en tête. Ces trajectoires ne sont pas exclusives. Des éléments de chacune peuvent coexister selon les zones et les périodes. La clé n'est pas de prédire l'avenir, mais d'observer un indicateur central, la capacité de l'Alliance à décider vite malgré le désaccord. Pour le public qui observe le Sahel à distance, l'alliance des États du Sahel peut sembler abstraite, presque technocratique. Et pourtant ces effets se traduisent par des choix très concrets, qui touchent différents groupes de manière inégale. Pour les habitants des zones urbaines relativement sécurisées, la coalition reste souvent une information de fond, perçue à travers les annonces officielles et les statistiques. Leur quotidien change peu, mais leur horizon politique se modifie. L'idée qu'une réponse régionale autonome est possible s'installe progressivement. Pour les communautés rurales exposées à la violence, la perception est plus directe. Chaque patrouille conjointe, chaque route rouverte, chaque marché qui fonctionne à nouveau devient un signal. La sécurité n'est pas garantie, mais elle devient négociable. Cette nuance est essentielle. Elle explique pourquoi certains civils acceptent de revenir tout en gardant des stratégies de repli. La confiance se reconstruit lentement, par essais successifs. Les acteurs économiques locaux, eux, raisonnent en termes de risques mesurables. Une amélioration partielle suffit parfois à relancer une activité saisonnière ou un transport ponctuel. Mais l'engagement durable reste conditionné à la lisibilité politique. Tant que l'alliance apparaît fragile, l'investissement reste prudent, fragmenté, réversible. Pour l'observateur international, enfin, l'enjeu dépasse la sécurité immédiate. Il s'agit de comprendre si cette dynamique peut devenir un modèle régional ou si elle restera une réponse circonstancielle à une crise aiguë. La question centrale n'est donc pas seulement ce que l'Alliance fait aujourd'hui, mais ce qu'elle permet d'imaginer demain. À ce stade, le public n'est pas face à une conclusion, mais à un choix de lecture. Considérer ces évolutions comme des signaux faibles ou comme les prémices d'un changement plus profond. La pérennité de l'alliance des États du Sahel dépend désormais de sa capacité à transformer ses premiers résultats en un système durable. Pour ce faire, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois à venir. Tout d'abord, il faudra renforcer la gouvernance partagée. La mise en place d'une structure décisionnelle claire avec des représentants permanents de chaque État membre au sein d'un commandement unifié est cruciale. Cette structure devra garantir une prise de décision rapide et éviter les blocages politiques. Le succès de cette étape sera mesuré par le temps de réponse stratégique, avec l'objectif de le réduire à moins de 48 heures après un événement majeur. Ensuite, il sera nécessaire d'harmoniser les systèmes de renseignement. Actuellement, chaque pays fonctionne avec son propre réseau de collecte d'informations, ce qui limite l'efficacité des opérations conjointes. Une fusion des bases de données et des protocoles d'alerte serait un levier important pour augmenter la réactivité. L'indicateur de réussite ici serait la réduction du temps de réaction après une alerte à moins de 6 heures. Puis viendra la sécurisation des corridors économiques. La priorité sera de sécuriser de manière durable les principales routes commerciales et les axes de transport. Cela inclut des patrouilles régulières et une couverture aérienne continue pour assurer leur protection contre les attaques. Le critère de réussite sera la diminution des embuscades et une augmentation de 15 à 20% du volume des échanges commerciaux dans les zones sécurisées. Enfin, il faudra gérer les tensions politiques internes. L'équilibre des pouvoirs au sein de l'Alliance doit être constamment réévalué. Le dialogue ouvert entre les dirigeants permettra d'éviter une hiérarchisation excessive et de maintenir l'unité. Le succès de cette étape sera mesuré par le nombre de décisions prises sans opposition interne. Ces étapes devront se compléter pour permettre à l'Alliance de dépasser les défis internes et externes et d'assurer une stabilité régionale à long terme.
L'alliance des États du Sahel n'est pas seulement une question de stratégie militaire ou de géopolitique, c'est aussi une histoire de résilience, de peuples qui choisissent de ne pas se laisser submerger par l'instabilité. Ibrahim Traoré, en tant que leader de ce mouvement, incarne plus qu'une rupture avec l'ordre ancien. Il symbolise un espoir fragile pour un avenir où les nations du Sahel, en coopération, trouvent des solutions au-delà des interventions extérieures. Les premiers résultats sont modestes, mais ils marquent un tournant. Les civils retournent dans leur village, les marchés rouvrent et les routes retrouvent leur utilité. La violence n'est pas vaincue, mais elle est désormais affrontée collectivement, dans un cadre qui semble plus solide que tout ce qui a été tenté auparavant. Le chemin est encore long, et de nombreux obstacles demeurent, mais ce qui a été amorcé pourrait redéfinir le Sahel pour les générations à venir. Le pari d'unité régionale, ou d'indépendance et de souveraineté est lancé. La question qui demeure est simple. Jusqu'où cette dynamique pourra-t-elle se déployer avant de rencontrer ses limites ? Pour le moment, une chose est certaine, l'histoire continue de s'écrire et chacun de nous a un rôle à y jouer. La route vers un Sahel stabilisé n'est pas tracée dans la certitude, mais dans l'espoir d'une coopération qui pourrait bien marquer une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest. Chaque décision prise aujourd'hui, chaque geste vers l'unité régionale est une chance pour demain. Cependant, pour que cette alliance devienne un modèle durable, il est essentiel que tous les acteurs, internes et externes, soutiennent ce mouvement. L'avenir du Sahel ne dépend pas uniquement de la politique des États, mais de l'engagement de ses peuples, de sa société civile et de ses partenaires internationaux. Nous devons tous poser la question: comment pouvons-nous, à notre niveau, contribuer à cette dynamique ? Comment pouvons-nous encourager la stabilité, le dialogue et le respect des souverainetés régionales ? Le Sahel a été marqué par l'instabilité, mais il est encore possible de réécrire son histoire. Il ne s'agit pas seulement de gérer les crises, mais de bâtir un avenir solidaire et durable. L'Alliance des États du Sahel est peut-être le début d'une nouvelle aventure, et chacun peut y jouer son rôle. Qu'en pensez-vous ? Quelle voie souhaitez-vous soutenir pour garantir un avenir stable et prospère pour cette région ?